le drame aujourd'hui, c'est que vous avez des gens maintenant, vous avez des collègues qui mettent 17 de moyenne. Dans des matières, de moyenne. Absolument. Ouais. C'est du vécu. Ouais. Donc, dans des matières importantes. J'ai quand même une pensée pour les élèves qui ne l'ont pas, notamment dans le bac professionnel, où les résultats sont les plus difficiles. Je pense que ça révèle justement ceux qui sont encore à ne pas avoir le baccalauréat, de moins en moins nombreux. Justement, ça révèle un noyau particulièrement difficile que l'école ne réussit pas à attaquer. Et on l'avait déjà vu avec la réforme du collège, la constitution de groupes de niveau avait mis en évidence ces élèves en grande difficulté qui sont en général, maintenant, c'est la nouvelle politique, on les noie dans la masse. Et on se dit, le problème est résolu. En fait, il n'est pas résolu, simplement, on ne les voit pas tellement, sauf quand ils sont des agitateurs. Laurent Fragerman, quand on lit, alors j'imagine que c'est vrai, nos confrères sont sérieux, dans le Figaro, il y a eu des consignes et qu'on demande aux profs de juger les élèves qui passent le bac de français en ne tenant compte que des dernières phrases lorsqu'ils font la lecture d'un texte. Parce que on imagine qu'ils peuvent être émus ou pris de panique lorsqu'ils commencent à lire un texte. Et ce n'est qu'à la fin qu'ils vont se détendre. Est-ce qu'on n'a pas poussé le curseur, pour reprendre le terme de Monsieur Veil, un peu loin là, ou un peu bas ? On est dans un déséquilibre complet. On est passé d'une notation qui était en permanence couperet, qui pouvait traumatiser des élèves. Donc il y avait des arguments pour dire il faut être plus bienveillant, il faut aussi encourager les élèves. On est passé à ce que vous êtes en train de décrire. Et c'est vrai, bien évidemment. C'est d'autant plus grave que c'est le bac de français, justement, ces derniers temps, on disait, c'est le dernier repère dont on dispose pour évaluer les élèves sérieusement, puisque c'est une épreuve terminale, anonyme. C'est pas du contrôle continu. Donc on se disait, au moins il y a ça, et de plus en plus, à Parcoursup, les différents personnes qui sélectionnaient se basaient là-dessus. Donc on est en train de vider de son sens. Du coup, le baccalauréat tel qu'il est en train de devenir n'a pas grand sens, bien évidemment. Le problème, c'est vers quoi c'est qu'on a besoin, d'un moment donné, d'un outil fiable, non seulement pour juger les élèves, mais aussi pour juger le système, pour le piloter. Et dans beaucoup de pays voisins, on s'était aligné sur l'exemple français en faisant pas 15 épreuves, quoi. À un moment donné, moi j'ai connu une époque où les options avaient le bac, c'était trop, bien évidemment. Mais plusieurs matières essentielles évaluées d'une manière anonyme, parce que ça permettait d'avoir à un moment donné la vérité des prix et donc de pouvoir avoir le gros mot de sélection, mais sur quelque chose de fiable. Pardon, mais je sens ces réticences. Vous-même, vous dites ce gros mot de sélection. Vous avez employé un terme qui est très à la mode et qui est un joli terme, le terme de bienveillance. Le problème, c'est que après la vie active, elle n'est pas très bienveillante. Non. La vie tout court, elle est même plutôt parfois malveillante. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on prépare bien, finalement, les jeunes à la vie qui les attend ? Évidemment, c'est très clair. Après, justement, il y a des paliers d'orientation. On peut très bien se dire moins de notes dans l'année. Les élèves sont très demandeurs de notes, les familles aussi, mais ils sont surtout demandeurs de bonnes notes. Bon, mais c'est humain. et ils sont pris l'habitude. Vous savez, s'ils ont une mauvaise note, on va faire un rattrapage. Mais le rattrapage n'est pas bon, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de notes de l'enseignant. Enfin, on est dans un système où on peut très bien réfléchir à faire moins de notes dans l'année. Plus jugé par compétence, dans certains collèges les enseignants appréciés, mais en admettant qu'il y a des paliers d'orientation et qu'il y a des moments où il faut aussi dire aux élèves, voilà, nationalement, où vous en êtes par rapport aux autres. Alors, ces paliers, ils existent, on va dire, à l'âge de 16 ans ou en 3e, on va dire. Le passage est tellement facile. C'est aussi ce qui fait qu'il y a encore des élèves qui n'ont pas le bac. C'est qu'on a maintenant des qu'on accueille dans les lycées des élèves qui n'ont pas le niveau. Absolument pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que ça a changé, qu'on a un jour arrêté de dire la vérité à ses enfants ? C'était un choix purement idéologique, ou c'était une forme de faiblesse, ou c'était qu'on croyait qu'on allait pouvoir tirer tout le monde au plus haut niveau ? Or non, au plus haut niveau, il y a peu de place. Alors, il y a l'effet balancier que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on passe d'un extrême à l'autre, et puis il y a un aspect économique, c'est-à-dire que si on s'occupe des difficultés des élèves, on sait d'ailleurs qu'une partie de toute génération, vous avez des élèves qui ont des gens qui ont des problèmes cognitifs, de raisonnement, etc. Donc ces personnes-là, dans un système scolaire, il faut les aider. Donc faire des petits groupes pour aider ceux qui sont en difficulté, ou éventuellement faire des redoublements si c'est bien accompagné, etc. Tout ça, ça coûtait de l'argent. Donc le plus simple, c'est on met tout le monde ensemble et on dit aux profs, débrouillez-vous.
C'est ce qui se passe actuellement. Et l'augmentation du niveau aussi, la volonté, il y a une volonté politique en fait de donner le bac à de plus en plus d'élèves. Ça remonte à Jean-Pierre Chevènement en 1980. Oui. Il voulait 80% d'élèves qui aient le bac. Le but, à l'époque, le bac, il était autrement monétisé. On pouvait travailler quand on avait le bac. Et le but, c'était de faire descendre le chômage. Donc c'était effectivement un choix politique. Voilà. C'est une excellente remarque, parce que justement, Chevènement, c'était quand même une logique de on augmente le niveau. Il était dans parce que dans son esprit, c'était on va augmenter le niveau et tirer tout le monde à ce niveau. Voilà. Alors là, on n'a rien augmenté du tout, mais on a tiré tout le monde. On lui donne le bac, c'était une mesure majeure, tandis que là, on fait de la démagogie. Regardez cette animation, c'est l'évolution de la réussite au bac de 1960 à 2020. Alors là, je chausse mes lunettes, je regarde. En tout cas, ça ne fait qu'augmenter. Oui. Voilà. Au moins, ça, vous pouvez pas me contredire. Et il y a de plus en plus de monde. 50% des élèves ont des mentions. 50% de mentions. C'est vrai que moi, quand je passais le bac, on les comptait sur les doigts d'une main. Ceux qui, dans la classe ou dans. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est surtout justement sur la mention. Et l'enjeu est sur la mention. Lorsqu'on vous donne, vous avez des consignes qui viennent du ministère ou de l'académie, on vous dit va falloir être cool, même s'il y a 25 fautes d'orthographe dans le paragraphe, vous devez mettre la moyenne ou vous ne devez pas en tenir compte. Est-ce que ça vous agace ? Est-ce que vous êtes obligé de suivre la consigne ? Et est-ce que ça heurte quelque part l'homme que vous êtes? Je crois que vous êtes agrégé, Monsieur Veil, je ne sais pas quel est votre diplôme, mais enfin, vous êtes évidemment lettré. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui plonge dans le désarroi quand on fait ce métier, quoi? Alors sur l'orthographe, en même temps on a une orthographe compliquée, et il y a déjà un siècle, le syndicalisme des instituteurs avait un journal qui était publié en orthographe simplifiée. Et quand moi, jeune étudiant, je regardais ce journal, j'étais un peu surpris, mais après on s'y habitue. Donc pourquoi pas des évolutions. Vous disiez qu'il y a un siècle, on ne faisait pas attention à l'orthographe? Le syndicat disait c'est trop compliqué cette façon d'orthographe. Oui, c'était les années 1920. Oui, mais c'est les syndicats qui disaient ça. Mais en pratique, je veux dire, parce que moi, quand j'étais jeune, les profs, c'est dicté 5 fautes 0. Hein. Oui, ça c'est fini. Bon, c'est fini, oui. Alors, moi j'étais... donc les syndicats disaient un truc, mais déjà les profs faisaient autre chose? Il y avait une minorité qui pensait ça. Après, c'est des débats. Est-ce que les profs peuvent faire autre chose maintenant? Ils peuvent, mais ils sont mal vus. Donc après, c'est aussi... Mal vu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des pas d'avancement, mauvaise note quand on est... Alors, ça va dépendre aussi de... Est-ce que le chef d'établissement, finalement, se dit c'est pas grave, c'est un bon enseignant. Mais clairement, il y a une pression qui vient à tous les niveaux. Je vous donne juste l'exemple quand j'étais coordinateur de mon jury pour le bac. Hein. C'est donc tous les profs d'histoire de l'académie. La consigne était claire. On devait refaire le bilan des notes à mi-parcours et voir s'il y avait un correcteur, ou s'il y avait des correcteurs qui étaient vraiment en dessous de la moyenne. Et s'ils étaient en dessous de la moyenne, il fallait leur signaler. Et si ça ne montait pas, l'inspecteur allait les appeler. Et quand on sait l'importance du rôle de l'inspecteur dans la carrière, c'est pas rien. Ce qui m'avait frappé, parce que l'harmonisation me choque pas, parce qu'un élève qui tombe sur un correcteur qui, vous savez, se faire saquer alors que l'autre a une bonne note, on comprend pas. Mais là, il n'y avait aucune consigne pour les collègues qui auraient trop noté. C'était que dans un sens. Et je dirais quand même, je rajouterai une chose. Le drame aujourd'hui, c'est que vous avez des gens maintenant, vous avez des collègues qui mettent 17 de moyenne. Dans des matières de moyenne. Absolument. C'est du vécu. Ouais. Donc, dans des matières importantes. Donc, quand vous avez... Moi, j'ai connu l'histoire, j'étais prof principal. Vous aviez un prof de maths qui arrivait, qui mettait 16 de moyenne en spécialité. Et à côté, c'était dans la même classe, parce que les groupes de spécialité sont mélangés, tout est éclaté. Vous aviez donc 16 de moyenne pour un collègue et 12 pour l'autre. Les élèves, ils disaient, c'est une mauvaise prof, ils râlaient. Ouais. Et moi, je passais des séances entières à leur dire, oui, mais bon, elle fait son travail, c'est une bonne prof. C'est d'accord, elle note, pour moi, c'est une note normale. Ouais. Donc, on est en train on ne sait plus ce que veut dire une note. C'est ça qui est dramatique. Quand vous avez 17, vous dites, c'est pas la peine de bosser, puisque j'assure. Je suis super bon. Ouais. Et après, en fait, si vous avez 18, vous avez une bien meilleure appréciation que si vous avez 16,5. Ouais. On en arrive à ce niveau-là. Peut-être les jeunes agrégés que vous voyez débarquer, vous qui l'êtes vrai. Et également, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont aussi un niveau qui est moins élevé que le vôtre, ou celui qui était exigé à votre époque? Alors, pas l'agrégation, qui reste un concours. Ça reste un sanctuaire, oui. Un truc d'élite. Là, plus, tout le monde est bon, là. En plus, on peut le passer pour être journaliste après, d'autres métiers intéressants. Donc, ça peut être aussi une médaille. En revanche, quand on est journaliste, on peut plus devenir agrégé, là. Voilà, c'est fini. C'est handicapant.
Non, disons, j'ai perdu du coup l'idée. Est-ce que les agrégés sont aussi moins bons que les agrégés d'il y a 20 ans, 30 ans? Le CAPES, il y a un gros problème sur le CAPES. Qui recrute, c'est l'essentiel des concours. Oui, parce qu'après, c'est les gens qui vont former les jeunes. Hein. Et le CAPES, là, la réforme que propose Elisabeth Borne, c'est quand même au bout de 2 ans et demi d'études, c'est-à-dire même pas à la fin de la licence, de s'inscrire, de passer le CAPES. Donc là, ça veut dire donc des gens qui n'auront même pas eu une licence pour passer le CAPES. Du point de vue du second degré, c'est un recul sur plus de 50 ans de formation. On n'a jamais vu un recrutement d'enseignants sur une base disciplinaire aussi faible. Donc, alors le CAPES, on précise, c'est quand même pour former des professeurs de collège et de lycée, pas les professeurs des écoles. Non, parce que là, c'est le CAPE. C'est un autre concours. Okay. Donc, il y a une vraie... C'est une manière aussi de les motiver, parce qu'on a du mal, et les concours font pas du tout le plein. C'est une manière de faire revenir les profs, en les payant en plus à partir justement pour ce CAPES. Non, c'est pas intéressant de... Vous savez, moi, quand j'ai passé le CAPES, alors là, ça fait vraiment ancien combattant, le concours était beaucoup plus exigeant. J'ai passé les deux en même temps. Et pourtant, on avait des candidats. C'est-à-dire, à un moment donné, la question, c'est le salaire et c'est les conditions de travail. Il y a des sondages que j'avais étudiés qui l'ont montré très clairement. Donc, plus on va... Et donc, on est dans une espèce de spirale infernale où on se dit, on n'a pas de candidats, donc on va ouvrir les vannes, on va baisser les exigences, et puis finalement, du coup, les bons candidats se disent aussi, mais c'est vraiment donc pas un métier attractif et intéressant. Donc, je pense qu'on est dans une spirale négative. Je pense que ce qui donne vraiment la mesure du niveau, c'est pas les notes, parce que je vous l'ai dit, on n'y comprend plus rien. C'est les évaluations internationales comme PISA et TIMSS. Je préfère TIMSS pour les maths parce que c'est plus près du système du pensée français. Et ces évaluations internationales sont mauvaises. C'est-à-dire qu'on décline. C'est là où on voit à la limite, on aurait un effet d'inflation des notes, mais que le niveau des élèves français progresse un petit peu, ça me dérangerait pas tant que ça. Et je dis, on a un système confus et qui marche pas. On a parlé de l'intelligence artificielle, il nous reste très peu de temps. Vous dites, ça peut nous aider, ça peut élever le niveau, ou au contraire, ça va ramollir un peu plus le cerveau des jeunes, et nos cerveaux d'ailleurs, tous? Je trouve que c'est trop tôt. Par contre, aujourd'hui, j'ai fait un cours, j'ai travaillé avec eux dessus, ils savent pas trop prompter. Et donc, parce que justement, prompter, vraiment ça, travailler avec l'intelligence artificielle, ça demande des mécanismes, une logique que l'école essaye de transmettre. Et il y a, d'une manière d'ailleurs, qui peut être indirecte. On peut apprendre la logique en histoire et ensuite, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que pour le moment, aller voir une IA et lui demander de simplement faire l'exercice, c'est pas ça que j'appelle avoir d'autres compétences. Cela étant, il y a des élèves, moi, j'adore faire ça, j'ai du mal avec tel appareil, je leur demande de m'aider, et il y a toujours des élèves qui m'aident. Donc ça, je ne le conteste pas, je trouve ça très bien, c'est intergénérationnel. Le seul problème, c'est que ils auront quand même besoin, comme l'a dit le collègue du SNALC, évidemment qu'ils auront quand même besoin de compétences solides, fondamentales.